Bienvenue à la dernière partie de votre émission 120 minutes Actu Soir. On vous a fait la promesse de revenir sur le sujet que nous avons entamé hier. Il s'agissait de ressortir les grands enseignements à tirer de la non-participation du parti politique Les Démocrates à l'élection présidentielle de 2026. On était en train de faire la genèse de cette situation avec mes invités. On va évoluer sur ce sujet et aborder un deuxième sujet ce soir qui est relatif à la construction de lycées scientifiques dans notre pays, le Bénin. On attendait 3 invités, mais 2 sont disponibles ce soir. Aux dernières nouvelles, Jules Léandre Kitty ne pourra plus faire partie de ce plateau. Allez, Didier Makou, bonsoir. Bonsoir Dias et bonsoir chers amis. Espérance Rousseau, bonsoir. Bonsoir Dias, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir Didier. Allez, bonsoir. Espérance, hier avec vous, il était question de faire la genèse de cette situation qui a conduit le parti de Boni Yayi à l'exclusion en ce qui concerne la présidentielle de 2026. Personne n'a exclu le parti, mais des faits et gestes ont permis au parti lui-même de s'écarter de la course. Abdias, je préfère la dernière partie des faits et gestes du parti qui remontent, comme je le disais hier, de très loin, ont permis au parti de ne pas participer aux élections présidentielles en vue pour avril 2026. Et comme je le disais hier, ne voyons pas ce résultat comme un fait qui date d'il y a 2 semaines, c'est-à-dire quand ils ont activé, et si je peux me permettre de le dire, les mallettes pour le dépôt de dossier. La situation est beaucoup plus loin parce que quand je prends pratiquement la formation du parti, vous aviez constaté que bon, c'est sur mécontentement de temps et temps, on ne voulait pas être dans un premier temps respecter la nouvelle charte des partis politiques qui venait de voir le jour, qui exigeait une refondation des partis, parce que n'oubliez pas que la masse critique de ce parti, les démocrates, était en réalité les FCDE. Il y a de cela 10 ans en arrière. Donc quand vous regardez, dans leur entêtement de ne pas vouloir faire, de ne pas se mettre à jour, ils ont choisi même de s'exclure. Et à la dernière minute, certains se sont regroupés, ont vu des intérêts communs à l'instant là pour former le parti Les Démocrates. Donc, raison pour laquelle hier je disais que c'était beaucoup plus un jeu d'intérêt de l'instant. Par la force des choses, des gens qui ne s'y attendaient pratiquement le moins se sont retrouvés même députés, élus, et ça fait qu'ils se sont trouvés dans ce beau costume d'avoir le nombre de parrains idéal pour eux de compétir aux élections présidentielles de 2026. Sans oublier qu'il y a eu suffisamment d'avancées dans tout ce qui est réforme du code électoral, et le système partisan. Et j'ai compris que les démocrates se sont entêtés dans ce schéma de non, on ne veut pas de ces tests. Mais on va utiliser ces tests pour aller aux élections, gagner les présidentielles, remettre tout à zéro. Et ils se disaient, on a le maximum, on a ce qu'il nous faut, nous, on veut combattre ce test du début jusqu'à la fin. Mais si vous voulez combattre le test du début jusqu'à la fin, je pense que dans un premier temps, ils se sont dit, ils veulent utiliser les voies démocratiques. Donc, ils vont participer aux élections avec le test qu'ils veulent combattre, qu'ils veulent supprimer. Oubliant qu'ils ont un autre problème à l'interne, ce problème d'intérêt qui, par l'évolution, avec le temps, ne se retrouve plus être convergent. Il y a tellement de divergences au sein de ce parti et qui montre chaque jour que, bon, c'est une question vraiment d'association d'intérêts, mais qu'aujourd'hui, les intérêts évoluent et que ce n'est plus la même tendance. Si vous voulez aller aux élections, tant pis. Si vous ne voulez pas aller aux élections, certains se disaient ça intérieurement, sans l'exprimer véritablement. Mais vers la fin, on a commencé par entendre
des voix qui ne commencent pas à annoncer le chemin. Et c'est là où je dis que ça prouve véritablement qu'au sein du parti, depuis sa formation et avec le temps, ils n'ont pas su mettre du militantisme et de la démocratie au sein du parti. Et comme je le disais hier, quand ces deux valeurs fondamentales pour le bon fonctionnement d'un parti politique manquent, attendez à des résultats de l'auto-exclusion. Je préfère que ça soit, qu'on comprenne que c'est véritablement de l'auto-exclusion, parce que les tests en l'état ne les excluaient pas, pas du tout. Et c'est là où ils se voyaient trop beaux. Ils se voyaient tellement beaux, alors qu'on pouvait définir la démocratie autrement au sein de notre République, pas forcément copier c'est-à-dire au mot près, à la lettre, ce qui se passe dans d'autres pays. Parce que cette tendance de vouloir copier, de vouloir importer exactement ce qu'on voit, ce qu'on analyse, ce qu'on interprète de l'Occident, on est en train de voir les failles. J'ai l'habitude de dire sur ce plateau, on a aujourd'hui un cas d'école qui fut notre maître. Tout ce qui se passe aujourd'hui en France, si on ne redéfinit pas nous-mêmes notre démocratie, on va tout droit là. Et je pense que c'est beaucoup plus, même les perdants, je concluais pratiquement hier pour dire, ce n'est même pas la fin pour les démocrates s'ils ne se réveillaient pas tôt. Je pense qu'en évoluant dans le sujet aujourd'hui, je vais aborder beaucoup plus ce côté que j'avais réservé. Merci. Allez, Didier. Merci Abdias. Je disais tantôt hier que les responsables au niveau du parti Les Démocrates ont péché. Ils ont péché contre les militants parce qu'il y a des Béninois qui ont cru en eux, même s'ils sont minoritaires, parce que quand vous tenez compte des résultats des dernières élections législatives, ils ont 28 députés, et les autres partis, vous savez, bon, BR 28, et puis l'UPR qui a 53, je crois. Donc si on tient compte de ces statistiques, de ces données, on ne peut pas dire que le parti LD est un parti majoritaire au Bénin. Ça, c'est une évidence. Néanmoins, il y a eu des Béninois qui ont crié en eux, qui les ont suivis, qui ont peut-être placé leur espoir en eux. Et à la fin, tout ce beau monde est déçu. Déçu par les responsables de ce parti qui n'ont pas compris que quand on va à une élection, d'envergure, une élection d'abord présidentielle, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça que nous parlons, mais au-delà des élections présidentielles, il y a les communales. Pour l'instant, on table sur... Oui. Non, c'est pour vous dire que ne soyez pas étonnés que même aux élections législatives, qu'il n'ait rien, parce que n'oubliez pas, il y a des préalables qu'il faut faire, qu'ils n'ont pas fait. Moi, j'aurais souhaité, je l'ai dit ici sur ce plateau, qu'il y en a qui banalisent le parti FCBE. On aurait souhaité que les démocrates laissent leur ego de côté, et depuis un bon moment, il pouvait déjà avoir des accords parlementaires de gouvernance avec FCBE. Et ils n'auront pas ce problème de Sodinou. Mais ils se sont toujours renfermés. Je pense que ce n'était pas possible. Pourquoi vous pensez que ce n'était pas possible? C'était bel et bien possible. Non, c'est possible, mais quand vous regardez le calcul des FCBE aussi, ce n'était pas possible parce que le nombre de parrains des deux partis fusionnés ne donnait pas la possibilité pour eux d'avoir deux candidats. N'oubliez pas que il n'est pas question de deux candidats. Et ça, c'est dans les négociations que ça se fait en politique. Ce qu'ils n'ont pas fait. Maintenant que Sodinou, à la dernière minute, refuse de donner son parrainage, ils n'ont qu'à s'en tenir à eux-mêmes. Et je vous disais hier tantôt, quand vous prenez la chronologie des faits avec la LD, vous êtes un parti d'opposition. Vous voulez aller aux élections présidentielles. Et jusqu'à ce que la mouvance décide son candidat chez vous, on ne connaît pas vos candidats. Et ça, les gens en étaient fiers, et puis ils se gosillaient sur la toile, et puis voilà, et nous on prend notre temps, Moi je le regardais et disais que ces gens-là, ils vont finir par décevoir leurs militants. Ce qui n'a pas raté. Pourquoi? Logiquement, c'est quoi? C'est que vous devez être au devant de la scène. Pas avec les critiques, non, mais avec des propositions. Avec quelqu'un au moins qui porte le parti, à part le président Boniaï. Trouvez-moi un leadership sérieux dans les LD. Il n'y en a pas. Tout le monde veut être président là-bas, tout le monde veut être patron, tout le monde. Dans une maison où il n'y a pas de leadership qui s'impose
il n'y a pas d'autorité qui oriente les choses de manière vraiment consensuelle, comme on le dit, mais de manière quand même sérieuse, les résultats, c'est ce que ça donne. Tout le monde veut être président. À la dernière minute, on nous dit qu'il y a primaire, c'est un faux débat là aussi. Il n'y a pas de primaire au niveau de LD. On a juste fabriqué quelque chose pour voilà, embarquer tout le monde et après on impose et à Bojo. Ça va donner quoi? Ça ne peut que donner ce que nous avons là. Qui a imposé à Bojo? Mais écoutez, quand vous écoutez même les militants à LD même, moi je ne suis pas militant à LD, mais quand vous écoutez les militants à LD, vous constatez avec pertinence qu'il y avait ce problème-là d'imposition. Mais le reste, c'est qu'on a maquillé tout ça et puis on demande aux gens, vous venez de les dossiers primaires, tout ça, et puis à la fin, les gens se rendent compte que on les a baignés, on les a conduits dans le bateau. Et le résultat, c'est ce que ça donne. Quand vous prenez, on dit on doit déposer les dossiers le 14. C'est ce que la Sénat a dit. Ils ont attendu reporter. Finalement, c'est pratiquement au petit matin du 14 qu'ils sortent un nom, puis voilà. Si j'étais à leur place, ce que j'allais faire, c'est quoi? Je sors vite mon candidat, mon duo, comme je sais que j'ai le nombre juste de parrains. Là, je cours beaucoup plus de risques d'avoir un défaut de parrainage que ceux qui en ont à fusion. Qu'est-ce que je fais? Je sors vite le duo, et puis là, ceux qui ne sont pas d'accord vont certainement dire qu'ils ne sont pas d'accord, comme les cas de Sodine et autres. Et on aura le temps de gérer. Le seul qu'on a entendu, c'est Sodino. Je vous dis qu'il y en a encore à l'intérieur du parti. D'accord. Il y en a encore à l'intérieur. C'est parce que Sodino, lui, il a été le seul courageux qui a dit tout ce que beaucoup disent. Bah, mais si le Dieu était sorti tôt, ils auraient le temps de gérer cette crise-là. Et ils vont finir par trouver un consensus pour qu'à la date limite de dépôt des dossiers, il n'y ait pas ce problème-là. Mais quand vous sortez le duo pratiquement à 24 heures, moins de 24 heures, quand il y aura de décidants, il y aura quelqu'un qui dira je ne suis pas d'accord, vous avez quel marge de temps de manœuvre pour gérer ça? Donc vous comprenez avec moi, c'est pour dire que je suis heureux aujourd'hui que Maître Agbodio, même dans ce qu'il a dit hier, il a spécifié clairement que c'est une situation interne au parti. C'est déjà bien, c'est un bon début. Il faut qu'il y ait de l'auto-inspection au niveau de ce parti pour que les gens comprennent qu'un parti politique sérieux ne se gère pas comme un mouvement d'humeur où chacun se lève et dit ce qu'il veut. Il n'y a pas de l'ordre. D'accord. Justement, vous avez manifesté le désir de répliquer. Oui, parce que quand Didier parlait de les LD pouvaient négocier tôt un accord de gouvernance, par exemple, avec les FCBE, je disais que ce n'était pas possible. Je m'explique. Et évidemment, quand vous analysez Paul Humpé depuis 2021, si vous êtes aussi conscient de l'enjeu et que vous voulez éviter, mathématiquement, on ne peut pas sortir deux candidats de cet accord. C'est ça, il n'est pas question de deux candidats. C'est deux partis différents. C'est deux partis différents. N'oubliez pas que c'est deux partis différents. La belle preuve, pour vous contredire avec vos propres arguments, la belle preuve, quand les FCBE ont signé l'accord de gouvernance avec les partis de la mouvance présidentielle, qu'est-ce qu'ils ont fait encore par la suite? Ils ont sorti leur propre candidat. C'est pour vous dire que quand vous analysez Paul Humpé, depuis 2021, vous êtes conscient que le gars va tout faire pour être encore candidat en 2026. Ça, ce n'est plus à démontrer. Non, quand vous suivez, Paul Humpé était colissier en 2021. Il n'était pas titulaire. Qu'est-ce qui empêche les LD d'aller voir Paul Humpé et lui dire ok, mon gars, tu viens, on va faire. Je l'ai bien dit, je n'ai pas dit que Paul Humpé était titulaire. Laissons l'expérience. Permettez-moi d'aller au bout de mon raisonnement. Vous avez su bien dit tout à l'heure aussi que Paul Humpé était policier. Et je vous dis, quand vous observez les faits et gestes de Paul Humpé depuis 2021, pour un bon observateur, vous devez déjà anticiper sa volonté farouche, je dis bien sa volonté farouche d'être candidat en 2026. Ça, c'était clair. Et des propos qui sortaient même de la personne lui-même projetaient déjà sa candidature pour 2026. Donc, quand c'est le cas et que les démocrates sachent qu'effectivement, il y a un peu de parrainage, il y a un peu de parrain au niveau des FCBE, et si on prenait, on serait en sécurité. Les démocrates vont aussi faire le calcul pour savoir si le gars décide d'avoir toujours un propre duo
est-ce que la division par deux nous non. donnait... Donc, est-ce que le gars ne va pas signer un accord avec eux et aller signer un deuxième accord par la suite? Il faut... En fait, c'est des hypothèses qu'il ne faut pas banaliser. Écoutez. Quand vous voyez le comportement de la personne en question. Maintenant, quand tout ça là est fait, là où je suis d'accord avec vous, et ça rejoint, tout ça me conforte moi, dans ma position depuis hier, c'est que vous êtes certain que les FCBE, plutôt les LD, n'ont pas fonctionné comme un parti structuré. Ils ont fonctionné comme un bon regroupement d'intérêts. Et quand vous avez un bon regroupement d'intérêts, j'avais dit hier, à l'instant, il y a des instants où la valeur marchande de chaque individu ou de chaque intérêt devient très, très, très élevé. C'est ce qui s'est passé. Parce que les gars, même s'ils sortaient très tôt leur duo, je suppose qu'il y a 6 mois avant, ils sortaient leur duo, il y aurait déjà en cascade des démissions. Mais non. Je vous dis, ils auraient déjà en cascade des démissions au sein de ce parti. La belle preuve, ça n'a pas tardé. Après les déboires, à la fin, qu'est-ce que vous êtes en train d'observer? Mais Espérance, que dites-vous? Est-ce qu'il y avait véritablement, comme Didier le sujet, est-ce que cette méthode pouvait, est-ce que se lever un peu plus tôt comme il le Se suggère, lever un peu plus tôt, pouvait je suis d'accord régler ce problème? Je vais vous dire comment comment les LD pouvaient, la seule manière pour les LD de régler ce problème, c'était un peu la méthode des FCBE qui devrait utiliser. Au lieu de dire que nous allons mettre le code suffisamment à l'épreuve pour prouver à tout le monde que ce code mérite d'être abrogé, toiletté, pour ne pas dire carrément jeté à la poubelle pour revenir à zéro. On va le laisser finir. C'est dit, il devrait mieux faire de chercher là où il y a véritablement de la sécurité. Là où il y a véritablement de la sécurité, c'était de voir un accord de gouvernance avec un des partis forts de la mouvance présidentielle. Parce que n'oubliez pas que les LD sont aujourd'hui la troisième force politique du pays. Même si eux autres se réclament la première force ou bien la force populaire. Non, moi je dis, on table pour classer les partis politiques. Déjà qu'il y ait des élections, on table sur les différentes élections de la période pour voir le nombre de députés ou de maires qui sont membres de ce parti politique avant de pouvoir dire telle est la première force politique, telle est la deuxième force politique et telle est la troisième, ainsi de suite, et on descend. Donc, étant troisième force politique et n'ayant pas suffisamment de marge de manœuvre, si on doit respecter le cadre juridique et réglementaire en vigueur pour ces élections présidentielles, il devrait s'armer autrement en se disant, même si on fait un mauvais casting, avec un accord de gouvernance avec celui qui a suffisamment de réserves, nous allons nous en sortir. Et discuter, rentrer ouvrir leur débat au-delà de leur propre parti. Mais la dernière fois, vous étiez en train de dire que sur le terrain, les militants attendent Paul Ronquet sur ce choix qui l'amène vers la mouvance. Oui. Je vous dis, c'est dit, quand vous voulez faire la même chose, comment est-ce que vous pensez que les démocrates vont l'expliquer à leurs militants? Quand vous voulez faire un jeu politique, parce que là, la dernière fois, je vous disais que ça devient un jeu politique. Même si ça manque de l'élégance politique, ça devient carrément un jeu politique d'intérêt. Et n'oubliez pas que nous sommes avec des acteurs qui sont beaucoup plus affûtés pour les intérêts, à la limite totalement personnels, ou bien pour un groupe que... Moi, je dis, on ne pourra pas me démontrer qu'au sein des LD, que ce n'est pas un jeu d'intérêt. Si ce n'est pas qu'un jeu d'intérêt et c'est un jeu politique franc, on ne serait pas à ce niveau. D'accord, on va maintenant écouter Didier. Je vous disais tout à l'heure qu'il était possible qu'il y ait un duo en commun entre FCBE et LD. Vous voyez Paul Ronquet en train de... Paul Ronquet, est-ce qu'ils sont allés voir Paul Ronquet et lui dire, mon gars, tu es resté avec nous tout le temps. Si le président Yahi, par exemple, est allé vers Paul Ronquet et dire, bon, tu sais, oublie tout ce qui s'est passé, histoire du FCBE, aujourd'hui, tu as su garder le parti, nous avons au moins 5 maires qui sont en activité, ce sont des parrains. Moi, j'ai 28 de l'autre côté avec LD. Mettons-nous ensemble. OK, nous on désigne le président et toi, tu prends la vice-présidence.
Paul Hunkpé va refuser. Didier, vous seriez à la place de Paul Hunkpé, quelle serait votre réaction? Moi, je suis certain que Paul Hunkpé ne va pas refuser. Non, vous n'avez pas répondu. Quelle serait, vous, votre réaction? Mais si je me réclame de parti d'opposition. Non, est-ce que vous accepterez? Le gars n'a jamais dit qu'il est opposant. Pourquoi? Comme les autres. Lui, il est un opposant centriste. Non, il n'a jamais dit centriste. Non, ne dites pas ça. Paul Hunkpé, leur parti n'a jamais dit qu'ils sont un parti centriste. Ils n'ont jamais dit ça. Ils disent qu'ils sont d'une opposition constructive. C'est différent. C'est pas parce que les gens se lèvent, ils insultent le chef de l'État tout le temps et c'est eux qui sont. C'est pas pour autant qu'on dira que c'est eux seuls qui sont de l'opposition. Non. C'est deux formes d'opposition. D'ailleurs, ce que nous devons promouvoir dans notre République, c'est des partis qui font des propositions. N'étant pas d'accord avec le régime en place, vous faites des propositions concrètes. Vous faites des propositions qui participent au rayonnement du pays. Vous n'êtes pas là à ajouter de l'eau propre. Il y en a qui vont, écoutez, il y en a qui vont jusqu'à salir le pays à l'international. C'est pas bien, c'est pas patriotique. Paul Hunkpé, ce que moi j'apprécie chez lui, il n'est pas d'accord dans la gouvernance, mais il n'est pas là dans les insultes, dans les invectives, dans des dits qui n'ont pas de fondement. Il propose des choses peut-être, et il sait que, dans le futur des choses, que lui, il a ce qu'il a proposé. Aujourd'hui, la belle preuve. Il est candidat. Et je suis sûr qu'il a un programme qui va commencer par dérouler. Il a un projet de société, un projet pour la gestion. Il va commencer par parler aux Béninois. C'est de ça que nous avons besoin. Moi, j'ai suivi une vidéo, c'est que peut-être que vous l'avez suivi aussi, du pasteur Sanogo qui disait que les pays développés, vous l'avez dit tout à l'heure, les pays démocratiques que nous suivons souvent, chez eux, vous n'allez jamais entendre tel parti d'opposition, tel parti d'opposition, Non, en France, vous allez entendre la droite, vous allez entendre l'extrême droite. C'est beaucoup plus élégant, beaucoup plus élégant. Et quand vous les écoutez, on sait que c'est des gens qui proposent, des gens qui apportent. Mais avec les mêmes idéologies, maintenant, avec des terminologies différentes. Je vous dis, je reviens sur ça, je vous dis que les LD, s'ils avaient laissé leur ego de côté, s'ils ne s'étaient pas comportés comme un mouvement d'humeur, pas comme un parti du tout, où les gens écrivent sur la toile, on a vaincu, on a fait... Non, un parti politique sérieux qui aspire à la gestion d'un État comme le Bénin doit se sortir de ce désordre-là. Mais ils ont persisté, ils sont restés dans ce désordre-là, pour eux, c'est eux seuls qui sont partis du peuple, c'est eux seuls et ils ont écarté toutes les autres forces de l'opposition, telles que le FCBE, avec qui ils pouvaient avoir un accord de gouvernance. Et aujourd'hui, avec ces 5 parrains, ajoutés au 28, même si Sodino enlevait son parrainage, il n'y aurait pas de souci. Ils ne l'ont pas fait. Maintenant, vous voulez qu'on jette le tort à qui? On en reviendra. Parce que je voudrais qu'on revienne. Vraiment, on insiste vraiment sur le discours de Agbodio. Il y a beaucoup d'éléments dedans. Il a notifié beaucoup de choses dedans. Et quand vous l'écoutez, vous sentez que il a compris très tôt que c'est un monde de désordre, de foutou. Il vaut mieux quitter ça là vite. Et je crois qu'il a été honnête. Il a été honnête dans ce qu'il a fait. Si j'étais à sa place, je ferais la même chose. Parce qu'avec ces gars-là, avec ce que vous voyez. Vous aurez dû faire à la place de Paul Hunkpé. Non, quand même, j'ai répondu à votre question. Il a tout fait pour esquiver. Non, j'ai répondu à votre question. Non, Didier, donc, j'aurais aimé, pour le respect de leurs militants, les militants LDA, les responsables devraient être conséquents envers eux-mêmes et savoir que nous sommes en politique. Et en politique, ils peuvent faire des compromis. Ils peuvent aller vers l'autre. Merci. Et faire avec. Mais ils n'ont pas fait. Ils se disent, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Le résultat, nous sommes là aujourd'hui. Merci Didier. Chers messieurs, vous acceptez qu'on passe au deuxième sujet. Le gouvernement de Patrice Talon a acté la construction de plusieurs lycées dans plusieurs localités. Ces lycées seront construits à Abomey-Calavi, à Parakou, à Lokossa, à Abomey et à Natitengu. Cette fois-ci, c'est des lycées scientifiques au profit des apprenants de notre pays. Didier, comment est-ce qu'on accueille cette information dans un contexte où on veut quand même que l'enseignement général soit mis de côté qu'on aille tout doucement à écarter l'enseignement général? Vous savez, nous avons tendance à dire que gouverner, c'est prévoir. Et quand vous faites le diagnostic de notre système éducatif tel qu'il est actuellement, quand vous vous projetez dans le temps, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer. Et je crois que le gouvernement a compris cela. Et c'est ça la différence
dans la gouvernance du président Patrice Talon. Il faut prévoir, il faut anticiper ce qui se fait actuellement. Et avec ces lycées scientifiques, la différence c'est quoi? C'est que désormais, on forme des gens, ces lycées-là auront comme mission principale de former des gens purement à la science. Purement à la science. À la langue, on aura quoi? On aurait des scientifiques confirmés, des scientifiques, de vrais scientifiques. Et on n'aura plus besoin d'aller chercher des gens dans tel domaine ou tel domaine pour le pays. C'est ça aussi la gouvernance qui respecte l'engagement qu'on a pris envers le peuple. Donc si ce qui est sur le projet, vous connaissez le président Patrice Talon avec le gouvernement, quand c'est annoncé, c'est que c'est fait. Il n'y a pas de on commence et puis un beau. Non, il n'y a pas ça. C'est tout ceci est dans l'intérêt du peuple. Et vous allez voir, quand ça va commencer, d'ici peut-être 10 ans, 20 ans, on aura des gens, des scientifiques purs, qui vont apporter un plus à notre système éducatif et mieux encore apporter un plus au marché de l'emploi, parce qu'on aura des gens maintenant qui répondent réellement à ce que veut le marché de l'emploi. Espérance. Merci d'ailleurs pour ce sujet, parce que c'est un sujet beaucoup plus intéressant pour moi que d'ailleurs la politique, parce que là tu viens dans mon marigot. Okay. Et je te dirais que d'abord bravo au gouvernement. Les gens voient plutôt souvent, on fait des projections sur 10 ans, 20 ans, mais c'est la réalité. Quand vous êtes sur des lycées, c'est tout de suite. C'est dans 3, c'est dans 4, c'est dans 5 ans, quand vous êtes sur les cycles de lycée. Et ça règle le problème de l'employabilité des jeunes. Je vous donne un exemple très simple. Regardez la zone industrielle spéciale de Glo-Djibé. Qu'est-ce qu'on a constaté? Il y a eu beaucoup d'usines installées, mais quand vous faites beaucoup attention, on est obligé d'aller chercher des apprentis, ceux qui ont déjà fait le décrochage scolaire, qui sont en apprentissage, pour venir servir ces industries. Il y a un problème de qualité qui est là. Dans le même temps, on va dire quand même, il y a plein de jeunes au chômage. Mais ces jeunes, on ne peut pas les exploiter parce qu'ils ne sont pas employables tout de suite dans ces unités. Quand c'est des lycées techniques et professionnels scientifiques, vous avez alors des gens qui sont en mesure, même étant étudiants, même étant élèves, qui sont en mesure de travailler. Parce que ce programme, je pense que c'est dans le plan stratégique du gouvernement. Et il y a ce qu'on appelle la combinaison, c'est-à-dire l'alternance études et en milieu classique et puis dans les entreprises. Et là, il faut forcément qu'on aille maintenant à la phase 2, commencer par avoir des partenariats avec tout ce qui est entreprise dans le pays, encourager l'industrialisation, forte industrialisation du pays pour que ces élèves, parce que ce qu'on déploie aujourd'hui avec l'enseignement général, si on ne prend pas garde et on fait la même chose avec l'enseignement technique professionnel, on tombe dans le même piège. Dans les mêmes pièges. Ouais. Parce que le gars, scientifiquement, il est bon sur papier, mais de façon pratique, il n'est pas bon. Ouais. C'est le problème de notre milieu, malheureusement. J'ai fait une filière scientifique et je sais de quoi je parle. Mes premiers pas dans la vie professionnelle, ça a été très difficile pour moi. J'ai dû beaucoup apprendre, alors que j'ai fait une formation professionnelle à l'université, tout ça. Et c'était tout un problème pour le début, parce que tu te vois totalement en déphasage avec le monde professionnel. Mais s'il y avait un partenariat à nouer avec les industries, et ce n'est pas forcément uniquement pour les stages de vacances, et que l'apprenant sait qu'il a peut-être 3 à 6 mois à faire pour la formation classique au lycée ou à l'université, et que la deuxième partie doit se faire dans l'entreprise, là, le gars sort calé, techniquement et de façon pratique, il est bon. Je vais vous donner un exemple. Vécu par moi-même, moi j'ai une structure industrielle. Je vous avoue, pour employer les gens, j'ai dû recruter des gens qui ne sont pas du tout du domaine, que j'ai investi de l'argent pour former pendant 3 à 6 mois
avant de rendre opérationnel maintenant mon unité. Vous avez vu ce que j'ai perdu comme agent et temps. S'il y avait des jeunes tout de suite qualifiés, c'est que je ne vais pas me déranger. Je vais sur le marché de l'emploi tout de suite et je recrute des jeunes qualifiés pour ce que je veux. Et donc, je pense que l'employabilité des jeunes sera véritablement réglée avec véritablement la tendance à élargir le système, à renforcer le système éducatif classique par avec la formation professionnelle et technique. Et je pense que l'État, surtout le prochain gouvernement, doit accélérer en transformant les actuels collèges, un nombre en des centres techniques ou quoi? Non, en des centres de formation à la fois technique et puis générale. Moi, j'ai vécu ça quand j'étais au collège. Je ne sais pas si Didier, si vous en rappelez, il y avait les trucs qu'on appelle les PSA. Et on fait, quand vous dans le collège, ils ont construit des ateliers et vous avez au moins, et je crois, une demi-matinée à passer dedans pour vous choisir ce que vous... Menuiserie, soudure. Moi, j'avais choisi par exemple la menuiserie en son temps et j'ai fait 4 ans de menuiserie quand j'étais au collège. Parce que j'avais la chance, pour de 6e en 3e, j'étais dans un établissement qui avait bénéficié de ce projet. Donc, il y avait les unités là. Je sais ce que ça m'a apporté. Aujourd'hui, quand je commande quelque chose à un menuisier, je suis en mesure de dessiner moi-même ce que je veux. Je suis en mesure de lui apporter des corrections. Donc, c'est très important et je pense que progressivement, il faut qu'on accélère cette cadence en cherchant à transformer les collèges d'enseignement général qu'on a aujourd'hui, une partie, pas tous à la fois simultanément, mais une partie pour que progressivement le pays puisse rentrer dans la danse, parce que n'oublions pas nos ambitions industrielles. Les ambitions industrielles du pays sont très poussées. On ne peut pas se permettre de continuer par faire de la formation générale et l'apprenant ou bien l'étudiant à la fin, il a bien un master, mais ça devient un master dans le sac et c'est après qu'il commence par chercher de l'argent pour aller faire une formation professionnelle. C'est un peu parfois trop tard. D'accord. Aujourd'hui, pour cette pour la décision du 22 octobre dernier, le gouvernement a retenu Abomey Calavi, Parakou, Lokossa, Abomey et Nati Tengou pour ces lycées. Qu'est-ce qui justifie, selon vous, le choix de ces localités? Déjà, il faut saluer le fait que c'est reparti sur tout le territoire national, parce que quand vous suivez un peu, les villes que vous venez de citer, c'est jusqu'au nord. Un maillage national. Voilà, on sait déjà très bien. Ça répond déjà au fait que, vous savez, un parent qui est à Nati, par exemple, quand on a ce genre de lycée là-bas, l'enfant n'a plus besoin de quitter Nati pour Cotonou, bien pour Calavi avant de rentrer dedans. Donc, ça, c'est un avantage déjà. Je crois que ça répond à ce besoin-là aussi. Et certainement que dans les trucs à enseigner, ça répond peut-être à autres paramètres que nous, peut-être, ne maîtrisons pas. Donc, ce qui est sûr, le gouvernement, le faisant, a ses objectifs et c'est où il va. Je voudrais revenir sur l'alternance. Oui, non, pas l'alternance, le fonctionnement des lycées. Nous avons d'autres lycées, bien avant qu'on annonce les lycées scientifiques. La construction de lycées scientifiques. La différence ici, de ce que j'ai suivi à travers ce que j'ai lu au niveau du point de presse du Conseil des ministres qui l'a annoncé, c'est qu'ici, on forme des gens réellement scientifiques, purs scientifiques. C'est là un peu la différence. Et l'autre chose aussi, qui certainement va changer au niveau de ce lycée-là, c'est que scientifique, il faut avoir des outils scientifiques. D'autres, ce que nous savons, il y a des lycées, les enseignants sont là, ils finissent même, et peut-être qu'ils n'ont même pas connaissance de ce qu'on appelle GPS. Je crois que c'est des choses qu'il faut corriger. Et je suis sûr qu'avec tout ce qui est annoncé, vous verrez que dans le temps, quand quelqu'un fait de la science réellement, il sort, quand on le voit, on sait qu'il est vraiment scientifique. Donc, on va suivre ça de près, mais c'est déjà très bien qu'on anticipe, qu'on commence tôt pour que, comme l'a dit mon cher aîné, M. Espérance, dans le temps, d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, que le Bénin ait des scientifiques vraiment aguerris, des scientifiques confirmés
pour que nous n'ayons plus besoin, dans un tel domaine, d'aller chercher peut-être un expatrié. Non, qu'on travaille avec les fils et filles du Bénin pour le bien de nous tous. Espérance, sur la question du choix de ces localités, quelle est la lecture que vous faites? Moi, je pense que c'est un choix très bien réparti parce que ça répond à ce que moi je pourrais appeler un bon cadrage et maillage du territoire national. Et je pense que ça doit répondre aussi, suivant les types de lycées qu'on va installer dans telle ou telle zone, ça va répondre certainement aussi au pôle de développement qu'on ambitionne pour chaque zone du pays. Parce que n'oubliez pas que chaque territoire répond beaucoup plus à un pôle de développement donné par rapport à d'autres. Donc, je pense que ça va certainement aussi tenir compte du développement, des pôles de développement déjà projetés pour le pays. Et je pense que Didier, moi je dis, les lycées ne nous donnent pas forcément, n'attendons pas d'un lycée un grand scientifique, parce que c'est trop tôt. Mais vous avez un bon praticien quand c'est associé à la pratique. C'est pour ça que je dis, là, oui, c'est pour ça qu'il finit la lycée, puis voilà. Non, il y a quand même, il y a beaucoup d'autres parcours. Oui, parce que là, si dans 10 ans, nous devons avoir des éléments sortis de ces lycées qui sont des bons scientifiques, c'est que très vite, il faut qu'on ait des circuits universitaires de pointe pour les prendre en même temps, vous voyez. Mais moi, j'ai l'habitude de dire quelque chose. Et ça, vous aurez dû constater avec ce bel exemple que nous avons à Glodjibé. Quand vous rentrez, on ne me dira pas qu'il n'y a que des experts. La grande masse critique des employés, c'est des praticiens. Je dis, dans un pays qui se veut ambitieux de façon industrielle, vous avez beaucoup plus besoin de praticiens que d'experts. Que de théoriciens. Que d'experts. Parce qu'on a besoin de deux catégories. Mais la masse critique, ce sont les praticiens. Donc, quand on commet la maladresse de vouloir former que des élites, soyez sûr que les élites formées vont partir. Et vous aurez toujours le même problème, le même déficit va demeurer. C'est pour cela que, du fait qu'on a pris le problème totalement en bas, c'est-à-dire niveau lycée, moi je suis très content parce que, étant du domaine ayant été confronté à la réalité, je me dis, le gouvernement a vu très juste. Ce n'est pas forcément des gens dedans, il va y avoir des génies qu'on va pousser plus loin. Je suis entièrement d'accord. Il y aura des génies qu'on va pousser plus loin, mais ce n'est pas la masse de tous ceux qui rentrent dans le lycée qu'on va chercher à amener au niveau expert. Formons des praticiens capables d'accompagner ce développement industriel amorcé dans le pays. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, le Bénin est très beau et dans son développement industriel. Et c'est un virage à ne pas abandonner. C'est un virage à ne pas abandonner. Si on abandonne, on va regretter les années à venir. Nos enfants vont regretter parce que l'industrialisation serait le seul moyen d'augmenter aujourd'hui ce qu'on dit. Les gens disent facilement on n'a pas à manger, on n'a pas ci, on n'a pas ci, mais j'avoue que c'est l'industrialisation qui permet de créer beaucoup plus de la valeur ajoutée, donc qui permet de changer le niveau de vie sociale des gens. Et les apprenants qui sortiront de ces lycées pourront mettre à contribution leur connaissance. Exactement, parce que quand l'industrie est là et a besoin de la main d'œuvre et le gars sort, il est praticien, tout de suite vous allez constater qu'il va trouver du boulot. Mais celui qui refuse par exemple et qui rentre dans aujourd'hui, sans ça, on constate, il y a beaucoup de gens qui ont aujourd'hui parfois peut-être même font des thèses, mais dans dans des domaines purement que j'ai. Ils sont théoriques, en fait. Tellement théoriques, mais ils sont obligés de revenir parce qu'ils ont du mal à véritablement rentabiliser tout ce qu'ils ont appris. Donc, ils sont obligés d'aller chercher encore un autre master dans un domaine maintenant un peu professionnel, vraiment professionnel, pour pouvoir beaucoup plus se vendre. Vous avez constaté que ceux qui ont fait des formations professionnelles, diplômantes ou qualifiantes ou bien qui sont sortis experts, ils s'en sortent beaucoup plus facilement que celui qui est rentré dans un schéma purement théorique et il finit, il a du mal, il est obligé. C'est pour ça que les gens pensent qu'il y a beaucoup de chômeurs. Non, il y a beaucoup plus de sous-emploi ou d'emploi. C'est-à-dire les gens ne sont pas utilisés
et ils se voient être utilisés pas à leur vrai niveau intellectuel. Oui, parce que ton niveau intellectuel ne te permet pas n'est pas un profil adapté pour une structure qui veut te prendre. Donc, tu es obligé peut-être de partir avec ton BPC parce que tu as accepté d'être coursier, parce que tu n'as rien trouvé à faire. Donc, il y a beaucoup plus de sous-emploi que de chômeurs. En réalité, le Bénin a un très bon taux de chômage. En réalité. Mais on a un taux très élevé de sous-emploi ou d'emploi mal précaire. En fait, donc, pour régler tous ces paramètres, je pense qu'il faut passer par des formations professionnelles de qualité dès le bas niveau. Allez. Ce que le gouvernement a dit. Didier, réaction, hein, puisqu'on est en train de pas finir. autre réaction. En tout cas, par rapport à ce que M. Espérance vient de dire, ce que nous allons souhaiter est que le projet tel qu'il est annoncé dans la mise en œuvre réponde réellement aux besoins. Parce que l'essentiel est que dans le temps, que tout ce qui est souligné là soit corrigé. C'est pourquoi j'ai dit, gouverner, c'est prévoir. Il faut anticiper. Et je suis sûr que cette anticipation répond à une logique. Et avec le gouvernement que nous avons en place, vous savez que quand ça commence, ça aboutit. Donc, nous allons souhaiter bon vent à ce projet, souhaiter que les gens qui vont intégrer ces lycées restent vraiment cadrés dedans pour que le Bénin puisse désormais, dans le temps à venir, se vanter d'avoir quand même une élite scientifique, en tout cas des élites scientifiques, des gens qui qualifiés pour que, voilà, et on n'ait plus à toujours faire et finir, et puis voilà, on dit il n'y a pas de boulot, mais est-ce que la formation est adaptée réellement aux besoins du marché? Allez, ouais. On va finir, hein, mais Espérance, je vous fais cette dernière question parce qu'il serait malhonnête qu'on ne l'évoque pas. C'est vrai, on veut former des gens, on veut créer des lycées, mais il faudrait aussi que le personnel d'encadrement soit de qualité. Ah oui, et là, je peux vous souffler, si vous ne le savez pas, que le gouvernement a beaucoup plus anticipé sur ça. Voilà. Les formateurs sont même déjà rentrés au pays et attendent les former et attendent les apprenants. Je pense que ça a été anticipé. Ça reste certainement à renforcer parce que c'est une première vague. Ce n'est pas avec le nombre de lycées qu'on aura. Certainement, le nombre ne serait pas totalement suffisant. Donc, je pense que ça va rentrer dans les plans de recrutement classique du gouvernement, que ce soit ce gouvernement ou le gouvernement à venir. Je pense que c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un virage qui n'est plus à être écouté. On doit forcément négocier ce virage pour se lancer sur le plein développement de ce pays. Espérance, merci. Merci pour votre disponibilité. Merci, Didier Marco, merci. C'est moi. Merci à vous tous qui nous avez suivis depuis que nous avons démarré. Nous sommes en train de finir. Ce numéro va se refermer, mais nos programmes vont s'enchaîner. Bonsoir.